Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un familier de l'émission que reçoit aujourd'hui Franck Ferrand, histoire de bien finir la semaine. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Notre invité d'aujourd'hui est en effet tous les jours en régie et souvent à la source des récits que je vous fais à 14h. Mais habituellement, vous ne l'entendez pas. Pierre-Louis Lancel est un des auteurs de l'équipe d'Au cœur de l'histoire. Et dans quelques jours, je partagerai avec lui la couverture d'un ouvrage qui paraît au Courrier du Livre et qui s'intitule 50 dates clés de l'histoire de France. C'est notre rayon, ça, si vous voulez. C'est dans la collection 3 minutes pour comprendre. Je lui ai demandé cet après-midi de venir nous parler d'un des sujets qu'il connaît le mieux, cette succession d'Espagne qui, le 9 novembre 1700, a littéralement bouleversé l'équilibre européen et, disons-le, a mis le feu aux poudres. Le 9 novembre 1700, il y a donc 210 ans. Non, 217. Il va falloir qu'on vous aide à compter, là. Il y a donc 217 ans, tout juste. Oui, c'est ça, jour pour jour. Et dans la foulée, je vous parlerai d'un trésor patrimonial de cette époque, le plafond peint de l'église de Saint-Paul de Lisonne, en Dordogne, dans le Périgord vert. C'est un des chefs-d'œuvre en péril qu'a récompensé le Grand Prix pèlerin du patrimoine, qui est partenaire de nos rendez-vous. Pour le moment, nous filons donc du côté de Madrid, où se trament de grands bouleversements. Septembre 1665, l'Espagne est en deuil. Le roi Philippe IV vient de mourir au terme d'un long règne à l'âge de 60 ans. À la cour, l'heure est à la tristesse, sans doute, mais disons-le aussi, l'heure est à l'anxiété pour cause. L'avenir de la monarchie espagnole est assez flou. Le successeur, le seul fils légitime de Philippe IV, Charles II, n'est qu'un enfant de 4 ans. Un enfant qui survit plus qu'il ne vit. Il est issu d'unions consanguines sur plusieurs générations. Il faut vous dire que, ah oui, les mariages consanguins chez les Habsbourg d'Espagne, on connaît ça par cœur. Il est chétif, ce pauvre enfant assez difforme, disons-le. Il est sujet à l'épilepsie. Il marche tout juste à 4 ans. Vous voyez, c'est pas un précoce. Oui, en effet, oui. Certains l'ont appelé l'ensorcelé, ce qui n'est pas gentil. Et pourtant, c'est bien ce petit roi moribond qui va régner sur une vingtaine d'États. Vous imaginez Charles II et le maître de l'Espagne, ça bien entendu. On disait autrefois des Espagnes d'ailleurs. Mais aussi des Pays-Bas catholiques, du Milanais, des deux Siciles, des Philippines, de l'essentiel de l'Amérique centrale, de toute une partie de l'Amérique du Sud. Enfin, vous imaginez bien. Puisqu'il est le dernier représentant mâle des Habsbourg d'Espagne, il y a fort à parier en cette année 1665 que par héritage, son immense empire ne tarde à passer entre des mains étrangères. Alors, d'accord, admettons que la couronne s'en aille ailleurs, mais où ? C'est ça la grande question. Le problème est ardu, il y a pas mal de candidats qui sont sur les rangs, vous imaginez bien, un si gigantesque empire. D'abord, vous avez bien sûr la branche autrichienne des Habsbourg, qui sont à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui sont eux les mieux placés. Il y a pas mal de princesses espagnoles, de leur ascendance, il y a même la petite sœur de Charles II, qui sont membres de cette branche autrichienne. La petite sœur, elle s'appelle Marguerite, elle va épouser l'empereur Léopold Ier. Par ailleurs, vous avez la France des Bourbons, qui a des prétentions. Après tout, Louis XIV est le fils d'Anne d'Autriche. Il est le mari de Marie-Thérèse, la sœur aînée de Charles II. Donc, c'est vrai que Marie-Thérèse a dû renoncer en se mariant à ses droits sur la succession espagnole, mais puisque la dot faramineuse que la France avait exigée n'a jamais été payée, merci Mazarin, les juristes français estiment qu'après tout, elle reste l'héritière de plein droit de la couronne d'Espagne. Et puis, il y a d'autres dynasties qui pourraient lorgner sur la succession de Charles II, la famille princière de Savoie au premier chef, celle des électeurs de Bavière, etc. Tout le continent attend donc, avec une certaine angoisse, l'annonce imminente de la disparition de Charles II. En fait, il va falloir être patient, parce qu'il a beau être chétif, ce petit roi Charles II, il s'acharne à ne pas mourir et, bon an, mal an, il va atteindre comme ça l'âge adulte. Il développe une intelligence acceptable. Et d'un point de vue physique, là, on peut dire que ça ne s'arrange pas. Je cite Jean-Christian Petit-Fils, petit, contrefait, le teint verdâtre, le visage extraordinairement allongé, la lèvre épaisse, point de dents, le regard vide. Ah oui, c'est un joli petit portrait. Constamment assailli de fièvre, l'estomac malade, le mélancolique Charles II d'Espagne était exsangue, nous dit Petit-Fils. Peu importe son apparence, il faut le marier.
il pourrait donner un héritier espagnol à son empire, même si en fait il a quand même bien l'air impuissant. Alors, qui va tirer le gros lot, si je puis dire? Une princesse française, Marie-Louise d'Orléans, la fille de Monsieur et d'Henriette d'Angleterre. Un beau succès diplomatique pour Louis XIV. La nouvelle reine d'Espagne arrive à Madrid en 1679. Et évidemment, sa mission à elle, c'est de favoriser la succession française, vous l'aurez compris. Aussi étonnant que ça paraisse, Marie-Louise va mourir avant son mari, en 1689. Et ai-je besoin de vous dire qu'aucun enfant n'est né de cette union-là? Les Espagnols veulent croire au miracle. Charles II épouse en seconde noces une princesse allemande, Marianne de Neubourg. Cette fois, la nouvelle reine d'Espagne va avoir beau jeu de favoriser la candidature impériale. On aurait presque envie de dire chacun son tour. En coulisses, pendant toutes ces années, les luttes d'influence vont bon train. Les tentatives de négociation aussi. On a l'impression de voir les croque-morts autour du lit mortuaire. C'est un peu ça. Dans l'idée d'éviter la guerre que risque de provoquer la mort de Charles II, les puissances rivales tentent de se partager à l'avance les différentes possessions de l'Espagne. Dès la fin des années 1660, les chancelleries françaises et impériales s'accordent sur un premier partage. Mais les cartes diplomatiques se rebattent. Après tout, c'est leur sort. L'empereur trouve des alliés face à Louis XIV. Il se croit en mesure de capter l'intégralité de l'héritage. Il donnerait à ce moment-là cet héritage à son deuxième fils, Charles. Pour la France, ça n'est pas acceptable, bien entendu. Pas question d'être de nouveau pris en étau au milieu des possessions Habsbourg. Louis XIV se rapproche donc de l'Angleterre et des Provinces-Unies, qui sont des grandes puissances commerçantes qui voudraient éviter la guerre. Un autre partage est négocié avec ces puissances et en résumé, un prince bavarois s'en irait régner à Madrid, tandis que l'Empire et la France auraient des compensations. Problème quand même, le prétendant bavarois meurt en 1699. Oh, mais décidément, finalement Charles II tient le coup, vous voyez. Il est plus fort que les autres. Eh oui, et puis alors, il faut négocier un troisième partage, et ça, ni l'empereur ni Charles II n'en veulent. Pour Madrid, pas question que l'Empire espagnol soit dépecé. C'est dans cette logique que des conseillers de Charles II vont le pousser à rédiger un testament en faveur de la France. Ils se disent que seule la France serait assez forte, c'est la France de Louis XIV, seule cette immense France serait assez forte pour protéger l'unité des possessions espagnoles. Et Charles II, qui là vraiment est quand même de plus en plus faible, hésite, le pauvre, il tergiverse, il a en tête toutes les humiliations que la France a pu faire subir à l'Espagne dans les décennies précédentes. Il interrogea anxieusement théologiens et jurisconsultes, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Aux accès de l'épilepsie succédaient les crises d'angoisse. Un jour, il fit ouvrir le tombeau de ses parents, puis celui de sa première femme Marie-Louise d'Orléans. Scène poignante, hallucinante, shakespearienne. Ce malheureux, hagard et squelettique, implorant dans l'épaisseur des ombres de l'Escurial, au milieu des marbres précieux et des ors, les restes embaumés de la petite Française dont le souvenir hantait ses nuits. C'est une scène de tragédie. 2 octobre 1700... Eh bien, ça y est, Charles II se décide, il désigne comme successeur le deuxième petit-fils de Louis XIV, le duc d'Anjou. Pourquoi pas le premier ? Parce que le premier, c'est l'héritier putatif, en tout cas indirect. Non, indirect, parce qu'il y a quand même son père avant, mais en l'occurrence, ce serait l'héritier du trône de France, bien sûr. Il était temps quand même de se décider pour Charles II, parce que dès le 1er novembre, le voilà qui passe de vie à trépas. Il avait quand même atteint les 39 ans, vous voyez. Et là, une question très difficile, à gros risque, se pose pour Louis XIV. D'accord, le roi d'Espagne a donné sa couronne en succession à son petit-fils. Est-ce qu'il faut accepter l'héritage ? Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de la succession d'Espagne cet après-midi, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur d'un basculement politique. Le roi d'Espagne, Charles II, meurt sans héritier direct. Surprise, il a laissé un testament qui est favorable au petit-fils de Louis XIV, le deuxième, le duc d'Anjou. Et dès lors, maintenant, la balle est dans le camp du roi de France. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, la nouvelle parvient à la cour de France, il faut le temps quand même. Vous savez qu'à l'époque, les nouvelles circulent moins vite qu'aujourd'hui. La nouvelle arrive le 9 novembre 1700. Vous voyez que ça fait combien de... Une semaine ? Ça doit 10 faire jours 217 ans. J'ai révisé depuis. Et Louis XIV doit trancher, bien entendu. Toute l'Europe attend sa décision. Le roi consulte ses proches, ses conseillers, qui sont très divisés. Tout le monde n'est pas d'accord en France sur le sort qu'il faut réserver à ce testament. Si on refuse le testament, ce sont
les Habsbourg d'Autriche qui deviennent les héritiers. À ce moment-là, il va falloir les combattre pour obtenir des compensations. Donc, en gros, qu'on refuse ou qu'on accepte le testament, ce sera la guerre. Louis XIV décide de suivre la volonté de Charles II et quitte à combattre, autant le faire, dit-il, en s'assurant l'Espagne. La décision est annoncée au lever du roi le 16 novembre 1700. Alors on connaît cette scène, bien sûr, il a près de lui le roi Louis XIV, qui est maintenant un vieux roi. Après de lui le duc d'Anjou, qui est âgé de 16 ans. Et il dit aux personnes présentes, « Messieurs, voici le roi d'Espagne. La naissance l'appelait à cette couronne, le feu roi aussi par son testament. Toute la nation l'a souhaité et me l'a demandé instamment. Ce que je leur ai accordé avec plaisir, c'était l'ordre du ciel. » Peu après, l'ambassadeur d'Espagne va pouvoir lancer son fameux « Il n'y a plus de Pyrénées ». Les Bourbons officiellement règnent donc à Versailles et à Madrid, et dès lors tout s'enchaîne. Celui qu'il faut désormais appeler Philippe V va devoir partir pour son nouveau royaume. Il reste quelque temps à Versailles quand même, on lui organise toute une cour, etc. Il est roi maintenant, vous imaginez. Le roi Louis XIV a comme petit-fils un roi d'Espagne en l'occurrence. Donc on va organiser son départ, bien entendu. Toute l'Europe est en train de s'agiter. L'Empire s'estime dépouillé. Et je peux vous dire qu'à Vienne, on est bien décidé à déclencher les hostilités contre la France. L'Angleterre, les Provinces-Unies, de leur côté, ont peur que Louis XIV devienne vraiment trop puissant cette fois. Et en même temps, est-ce qu'on peut se permettre de rompre la paix ? Et là, Louis XIV va commettre quelques bévues, il faut le dire. Entre autres, il effectue des mouvements de troupes dans les Pays-Bas espagnols. Il affirme les droits que conserve, selon lui, Philippe V sur le trône de France. Alors là, attention, on peut pas tout avoir. Et ça commence à inquiéter l'ensemble de l'Europe, tout ça. Et ainsi, en quelques mois, la France et l'Espagne ont affaire à une dangereuse coalition. Ça y est, c'est la guerre de succession d'Espagne qui est lancée. La France a beau être la première puissance européenne, elle va avoir à combattre sur tous les fronts, d'une certaine manière, et face à des ennemis très coriaces. D'abord, le conflit se présente plutôt bien pour les Bourbons. Leurs armées vont remporter de belles victoires. Il paraît envisageable d'aller jusqu'à menacer Vienne. Ce serait formidable, cette histoire. Une alliance avec la Bavière, la révolte de la Hongrie favorise les plans de Louis XIV. La victoire paraît à portée de main et rapidement. Mais du temps est perdu, un peu bêtement. Il y a eu des erreurs tactiques. L'efficacité des généraux ennemis va permettre de retourner la situation et va permettre aux impériaux de reprendre du poil de la bête, si j'ose dire. Bien qu'en supériorité numérique, les franco-bavarois sont écrasés par un homme qu'il faut citer là et qui va être la clé de toute cette affaire. C'est le grand stratège au service des impériaux. C'est le prince Eugène, dont Louis XIV n'avait pas voulu jadis dans ses armées. Et oui, voilà. Et puis Marlborough, général anglais, Marlbrook, comme on dit en France, vous savez, celui qui s'en va en guerre. La bataille, c'est la bataille d'Eustedt, on est en 1704, et là c'est une catastrophe. Dès lors, Vienne n'est plus qu'un rêve inaccessible. La Bavière même devient le terrain de jeu des coalisés. Une série de revers pénibles va suivre pour la France, pour les Bourbons, devrais-je dire, à la fois pour la France et pour l'Espagne, pour Louis XIV et pour Philippe V, qui de plus sont affaiblis par la trahison de la Savoie et du Portugal. La France et ses alliés sont bientôt à la peine, presque sur tous les fronts, y compris dans le nord de l'Italie, où Turin est en train de leur échapper grâce à un nouveau coup d'éclat, toujours du prince Eugène, c'est quand même fort. C'est Jean Béranger qui le note, après la prise de la capitale piémontaise par les Alliés, on est là en 1706, la France fut réduite à une guerre défensive, tandis que la Castille était envahie et perdait définitivement Gibraltar. Le petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne et le duc de Vendôme, son cousin, sont incapables d'agir de concert. C'est une humiliation, ça, pour le grand roi. Ils sont battus à Audenarde en 1708. Et les coalisés avancent, notamment dans les Flandres. La guerre devient interminable, elle est épuisante pour tout le pays, sans compter qu'il y a l'hiver, vous savez, le grand hiver 1709, tellement froid, où on raconte que le vin gelait dans les carafes et que l'encre se figeait au bout des plumes quand on essayait d'écrire. Nous, c'était une horreur. Et là, il y avait des famines, etc. Pour la France, tout va mal, les caisses sont vides, le moral est au plus bas, le peuple souffre. Louis XIV ne peut que se résoudre à une paix peu glorieuse, et pourtant il refuse. Il consulte ses ennemis qui mettent des conditions d'une dureté un peu invraisemblable. Ça, c'est la faute des impériaux cette fois.
On envisage de très grandes pertes territoriales pour la France, l'abandon de l'Espagne et même en cas de résistance de Philippe V, Louis XIV pourrait devoir se retourner contre son petit-fils. C'est ce qu'on lui demande. Non, là le vieux roi dit écoutez, non, n'exagérons rien. Et alors comme il a promis à son peuple de faire la paix, eh bien il va avoir une idée incroyable. Il va s'adresser directement au peuple français en faisant lire un appel sur les places de village, vous savez, les crieurs publics. Il fait lire sa lettre en chair par tous les prêtres. Et c'est ce qu'on va appeler, enfin c'est pas, quand je dis on, c'est François Bluch qui a appelé cette lettre de Louis XIV au peuple français, l'appel du 12 juin, par référence à un autre appel de juin. Je cite Louis XIV, aussi, quoique ma tendresse pour mes peuples ne soit pas moins vive que celle que j'ai pour mes propres enfants, quoique je n'ignore aucune des misères que la guerre fait souffrir à des sujets aussi fidèles, et que j'ai fait voir à toute l'Europe que je désirais sincèrement de les faire jouir de la paix, je demeure persuadé qu'ils s'opposeraient eux-mêmes à la recevoir à des conditions aussi également contraires à la justice et à l'honneur du nom français. C'est étonnant. Mais les Français vont adhérer à la lettre de Louis XIV. On va continuer à se battre au risque cette fois de tout perdre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Jusqu'à 15h sur Europe 1, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au cœur de la succession d'Espagne et Franck Ferrand, vous nous racontez ce basculement politique très important pour la France, dirigé par Louis XIV, qui vient de lire à tout le peuple français l'appel, le fameux appel du 12 juin, où il dit presque comme s'il y avait eu la télé, en fait. C'est ça, presque comme s'il y avait eu la télé, et il faut continuer à combattre. Oui, il s'agit maintenant de revenir du fond du gouffre. Pour cela, Louis XIV peut compter sur un certain nombre de grands soldats qui sont capables de redresser la tête face à l'ennemi. On a déjà parlé du maréchal de Villars ici. Vous savez que fin 1710, le maréchal de Vendôme remporte une victoire décisive à Villaviciosa en Espagne. L'année suivante, c'est le corsaire Duguay-Trouin, le Malouin, vous savez, qui va lancer un incroyable raid contre Rio de Janeiro, un port portugais très riche, qu'il pille allègrement d'ailleurs. Il en rapporte un trésor très utile. La situation française n'est pas sauvée pour autant, loin de là. L'année 1712 s'ouvre pour Louis XIV dans la douleur, et là il est touché au vif, puisque c'est la mort, en quelques jours, de son petit-fils aîné, le duc de Bourgogne, de la femme du petit-fils, qui était le soleil de sa cour, qu'il adorait, vous savez, Marie-Adélaïde de Bourgogne, et puis de leur fils aîné, tout ce monde-là fauché par la rougeole. La campagne militaire qui s'apprête à débuter est par ailleurs celle de tous les dangers, puisque si en Flandre le prince Eugène continue de faire tomber les places françaises, on peut dire que bientôt la route de Paris lui sera ouverte. Quand Louis XIV reçoit, il est à Marly, Louis XIV passe l'essentiel de son temps à Marly maintenant, quand il voit le maréchal de Villars juste avant son départ pour le front, il mesure bien cet enjeu. Si l'ennemi devait passer, confie-t-il au maréchal, eh bien lui, même s'il a 73 ans, le vieux roi fera face. Et voilà ce que dit Louis XIV. Je compterai alors de me rendre à Péronne ou à Saint-Quentin, d'y ramasser tout ce que j'aurai de troupes, de faire un dernier effort avec vous et de périr ensemble ou de sauver l'État, car je ne consentirai jamais à laisser approcher l'ennemi de ma capitale. On en a connu dans le passé qui avait moins de cran, si je puis dire. Dans le futur aussi, bref. Bonne nouvelle, dans ce climat difficile, les Anglais quittent bientôt la coalition anti-française. Ça n'empêche pas le prince Eugène d'avancer encore jusqu'à assiéger Landrecies, qui est le dernier verrou avant une invasion probable. Et alors, c'est le moment où Villars, très épaulé par Montesquieu, on ne le dit pas assez, va faire montre d'une audace incroyable. Au lieu d'attaquer Eugène frontalement, il fait effectuer par ses hommes de nuit une sorte de grand contournement de l'armée ennemie. C'est une attaque par surprise au matin à Denain, vous connaissez ce nom bien entendu, et là c'est le triomphe, c'est la victoire qu'il fallait à la France et à ses alliés pour enfin déclencher le sursaut dans une guerre que beaucoup voyaient déjà perdue. Alors on va faire des traités à partir de là. Traité d'Utrecht en 1713, traité de Rastatt l'année suivante. La France doit consentir à d'importantes concessions, mais, bien sûr, c'est la moindre des choses, mais quand même l'essentiel est sauf. Quoi qu'on ait dit, explique Jean Béranger, la guerre de succession d'Espagne demeure un succès pour la France, dans la mesure où l'Espagne et son empire recentré sur l'Atlantique sont dorénavant des alliés. On verra plus tard ce qu'est le pacte de famille, on en parlera dans un instant. Et surtout, le royaume n'a perdu aucune de ses acquisitions essentielles. La stratégie du précaré porte ses fruits, malgré de durs combats, des pertes sévères, de lourdes dépenses. Le bilan du règne est largement positif
et le royaume est beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus facile à défendre qu'en 1643. Je suis content de vous avoir lu cette analyse de quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est à peu près le contraire de ce qu'on a l'habitude de dire. Bonjour Pierre-Louis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, après avoir revécu en quelque sorte les grandes lignes de la guerre de succession d'Espagne, nous allons revenir à la base. Pourquoi le roi d'Espagne, Charles II, cette espèce de roi malingre, le pauvre que nous avons accompagné jusqu'au tombeau, pourquoi Charles II va-t-il tester en faveur du petit-fils de Louis XIV ? Alors, il y a plusieurs raisons. On a tendance d'abord à regarder les raisons juridiques, c'est-à-dire est-ce que les Bourbons ont droit à cette couronne ou pas. En fait, on va perdre un petit peu notre temps à regarder ça parce que tout ça se discute, c'est très compliqué. Est-ce que la reine Marie-Thérèse a eu raison, avait vraiment des droits ou pas, est-ce qu'elle y a renoncé ? La dot, quand Louis XIV a épousé Marie-Thérèse, il y avait une dot très importante. Cette dot, on pourrait soutenir qu'elle était excessive et qu'il est normal que l'Espagne n'ait jamais pu la payer. C'est tout le jeu de Mazarin à cette époque, d'essayer de piéger l'Espagne et de se dire un jour peut-être tout ça tombera dans notre escarcelle. Exactement. Donc ça, c'est les raisons juridiques. Voilà, ce sont les raisons juridiques et la vraie raison, elle est politique. Ce que se dit Charles II, enfin son entourage, parce que Charles II n'est pas toujours en état d'aller très loin dans ses analyses. Oui, quand on dit Charles II, généralement c'est Charles II et sa cour. Oui, encore qu'il n'était pas aussi idiot qu'on l'a dit, mais il était souvent juste pas en état de régner. Mais en tout cas, il va être convaincu que seule la France a les reins assez solides pour maintenir l'unité espagnole, l'unité de toutes ces couronnes que vous avez citées tout à l'heure, avec les Philippines, l'Amérique, les Pays-Bas espagnols, l'Italie. Enfin, c'était un empire absolument incroyable. Et ce qui est très intéressant, c'est que Charles II se dit « Je ne vais pas tester en faveur de ma dynastie, c'est-à-dire des Habsbourg d'Autriche, je vais tester en faveur de mon pays, en faveur de l'Espagne. » C'est pour sauver l'immense empire qu'est le royaume d'Espagne, en fait. Exactement. Et c'est ce que les Castillans demandent. Et là, il y a un peu un basculement parce que c'est assez rare que les Habsbourg, comme ça, aient fait un choix national, si on peut dire. Alors, Louis XIV avait le choix, accepter ou refuser. Le fait est qu'il va accepter. C'est à la fois le début des problèmes, mais peut-être aussi le début d'une solution. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur d'une page politique très importante de l'histoire de France, la succession d'Espagne. Alors pour aller plus loin et pour mieux comprendre cet épisode politique très important, vous recevez aujourd'hui Franck Pierre-Louis Lancel. C'est l'un des auteurs de l'émission et il est aussi et surtout co-auteur du livre 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France. Un livre qui sortira le 17 novembre prochain aux éditions Le Courrier du Livre. Co-auteur, on se demande bien qui est l'autre. Avec Franck Ferrand. Oui, voilà, on se demande bien qui est l'autre auteur. Alors, est-ce que vraiment Anissa a raison de dire que c'est une affaire importante, Pierre-Louis Lancel ? Oui, c'est une affaire fondamentale dans l'histoire européenne. Parce qu'on pourtant, on n'en parle pas beaucoup. On en parle très peu et moi je suis toujours très étonné. La guerre de succession d'Espagne n'est finalement pas très connue. Non. Quand on pense au règne de Louis XIV, on pense aux grandes victoires de sa jeunesse, etc. On pense aux guerres de Hollande et tout ça. Exactement, au Grand Condé, à Turenne, etc. Cette guerre-là, moi, me paraît plus importante, par exemple, que la guerre de Hollande. Parce qu'on est dans un vrai bouleversement. On passe d'un moment où les Bourbons avaient l'impression qu'ils pouvaient avoir une espèce de domination écrasante sur le continent, à un moment où ils réalisent qu'en fait, non. Et ce qui est passionnant aussi d'un point de vue de l'histoire diplomatique des relations entre les pays, c'est qu'on passe d'un système où, depuis 2 siècles, on avait tendance à dire que soit l'Espagne au XVIe siècle, soit la France au XVIIe siècle pouvait exercer une hégémonie, à un système... Bientôt l'Angleterre au XVIIIe. Bientôt l'Angleterre au XVIIIe, mais on est quand même dans un système justement inspiré par l'Angleterre, de balance of power, d'équilibre des puissances, où tout le jeu de l'Angleterre dans les traités qui achèvent cette guerre, c'est de dire on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une espèce d'équilibre, que toutes les puissances européennes se tiennent par la barbichette et que finalement tout soit compensé. Que si l'on monte un peu, si on regarde les choses depuis la Lune ou depuis Mars, on se rend compte que à partir du moment où l'on est sorti de la féodalité, que se sont créés des États-nations, que ces États-nations sont devenus des puissances et même des puissances coloniales, il est nécessaire, si l'on veut que tout ça ne tourne pas à l'hégémonie planétaire, d'établir un équilibre, d'établir une balance. Et cet équilibre, ce premier équilibre, qui donnera les conséquences que l'on sait au moment de la Première Guerre mondiale notamment. Mais cet équilibre, il naît en 1700 avec la succession d'Espagne. On doit pouvoir dire ça. Tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi, c'était ma question tout à l'heure, pourquoi est-ce que Louis XIV accepte
cet héritage. Est-ce qu'il a hésité ? Je pense qu'il a hésité. Est-ce qu'il s'attendait déjà au testament de Charles Alors, II ? il recevait Il y avait des espions quand même, non ? Il y avait des espions, il y avait évidemment des coteries depuis des décennies en Espagne qui essayaient d'influencer le petit Charles, etc. Autour des deux reines, vous en avez parlé. En fait, il y avait des informations contradictoires qui arrivaient à Versailles, à Fontainebleau. Et certains disaient oulala, faites attention, ils vont choisir l'Autriche, c'est sûr, ça arrive là. Et d'autres qui disaient non, vous inquiétez pas, votre petit-fils est vraiment bien placé. Les rumeurs. Donc il y avait des rumeurs et finalement on est sûr de ce qui se passe seulement le 9 novembre 1700. Et Charles II lui-même a décidé un peu au dernier moment. Il a vraiment hésité. Oui, parce qu'il a testé quelques heures avant de mourir, en fait, quelques jours, on va dire. Oui, voilà, ça a été très très proche. Et donc Louis XIV reçoit cette nouvelle et il se dit qu'est-ce que je fais maintenant ? Il réunit son conseil très vite dans la journée et son conseil est divisé, vraiment. Il y a certains ministres qui vont dire oui, je sais pas. Enfin, c'est toujours difficile d'avoir un avis ferme devant Louis XIV parce que à la fin, c'est impressionnant. Oui, exactement. Et surtout, on ne connaît pas exactement les délibérés du Conseil. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir exactement quel était l'avis des uns et des autres. Exactement. Ce que l'on sait en revanche, ce sont les avis des membres de la famille royale. Absolument. Là, on sait que dans la famille royale, il y a des avis très forts, très proches du roi, qui vont plaider pour l'acceptation notamment du le testament. grand dauphin en personne. Le grand dauphin, alors lui, le grand dauphin, il est intéressé au premier chef parce qu'il se dit Marie-Thérèse est ma mère, ses droits sont légitimes, donc c'est soit moi, soit ma descendance qui doivent devenir roi d'Espagne. Et ce qui est étonnant pour lui, c'est que du coup, il va être fils de roi. Et quel roi ? Il est le fils de Louis XIV, mais il sera donc le père du roi d'Espagne, Philippe V. Absolument. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire. Et lui ne sera jamais roi. Rien du tout, lui. Parce qu'il va mourir avant Louis XIV. Il y a aussi des conseillers un peu intimes, des gens qui sont proches de Louis XIV, qu'on sous-estime souvent un petit peu d'un point de vue politique et qui pourtant ont plaidé pour l'acceptation. Là, je pense au duc du Maine, qui est son aîné légitimé, donc un bâtard qu'il a eu avec Madame de Montespan, oui. Et la duchesse de Bourgogne aussi, qui a plaidé pour l'acceptation. Donc ça, ce sont des gens qui comptent. Parce que le duc du Maine, la duchesse de Bourgogne, accessoirement, à mon avis, le grand dauphin, sont des avis que le roi écoute, bien sûr. On ne peut pas être plus proche de lui. Il y a quelque chose d'affectif dans sa décision ou c'est simplement une décision politique ? Je pense que c'est une décision politique et c'est une décision qui est finalement assez sage. On lui a souvent reproché et moi j'ai un peu du mal à le comprendre parce que finalement, refuser le testament, c'était quand même prendre un énorme risque. Enfin, dans les deux cas, c'est un énorme risque, vous me direz, mais vraiment refuser, c'était en prendre un énorme parce que ça voulait dire que toutes les possessions espagnoles passaient à la maison d'Autriche et que Louis XIV allait devoir se battre pour avoir des compensations. Ouais. Quitte à se battre autant que ce soit pour avoir l'héritage et non pas pour essayer de grappiller des miettes. Morceaux, exactement. Oui. Et au-delà de ça, ça voulait dire qu'il allait se battre en espérant avoir à ses côtés l'Angleterre et les Provinces-Unies, c'est-à-dire Guillaume d'Orange, qui est quand même quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup Louis XIV. Ça, c'était vraiment pas sûr que Guillaume d'Orange allait l'aider. Louis XIV pouvait imaginer à cette époque, car la mort du duc de Bourgogne n'intervient qu'en 1712. D'ailleurs, avant ça, il y a la mort en 1711 de Monseigneur, du grand dauphin. Donc, Louis XIV pouvait imaginer qu'un jour, ses deux petits-fils, Bourgogne serait roi de France et Anjou serait roi d'Espagne. Ça, dans son esprit de grand-père, ça devait avoir de l'allure, quand même, j'imagine. Il devait penser à ça, c'est probable. Il y avait un troisième petit-fils, Berry, qui lui n'a rien. N'a rien et va mourir un peu bêtement aussi. Dans un accident de chasse, lui. Oui, tout à fait. Alors, Louis XIV accepte la succession d'Espagne. Il en fait beaucoup, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il présente ça à la cour avec beaucoup de solennité, comme fait Louis XIV. Il faut, parce qu'une fois qu'on a accepté quelque chose comme ça, de toute façon, il faut y aller à fond. On n'a pas d'autre choix. Et il y a toute une jolie mise en scène du départ de Philippe V, donc du nouveau qui va passer un mois à Versailles avant de partir. Voilà, on le prépare. D'ailleurs, Louis XIV va lui laisser des notes, etc. Enfin, il y aura une correspondance entre Louis XIV et Philippe V qui est passionnante. Qui est passionnante parce que elle est pas seulement la correspondance d'un roi à un roi. Elle est la correspondance quand même d'un grand-père qui a une certaine autorité, exactement, à son petit-fils qui a tout à apprendre. Et donc la scène du départ de Philippe V est une assez belle scène. Elle se passe chez le duc du Maine, donc à Sceaux, parce que c'est sur la route, tout simplement. Et là, on voit ce grand-père et ce petit-fils qui sont tous les deux en larmes. En larmes. Toute la cour est en larmes. C'est déchirant. On sait qu'ils ne se reverront sans doute plus jamais. Bah oui. Et que, en plus, le pauvre Philippe V, on l'emmène vraiment... pas dans un traquenard, mais en tout cas, on le met dans une situation très compliquée. Délicate. Il va devoir se battre. Il parle espagnol quand même ? Pas encore. Oh là là, oui. D'ailleurs, quand l'ambassadeur d'Espagne vient pour lui faire un premier compliment,
il le fait en espagnol et Louis XIV dit à l'ambassadeur « Mon petit-fils n'entend pas encore cette langue ». Oui. Alors que lui parle très bien l'espagnol, tout à fait. Puisque Louis XIV était le fils d'Anne d'Autriche et qu'il avait appris l'espagnol en même temps que le français, il faut tout le dire. Tout à fait, oui. Il parlait, disait-on, aussi bien l'espagnol que le français d'ailleurs. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Louis XIV sait déjà qu'il va devoir fourbir les armes au moment où son petit-fils part pour Madrid ? Je pense que s'il ne le sait pas, ce serait un peu le penser naïf. Oui. Et il sait que ça va être très difficile et il sait que il y a quand même de très fortes chances que ça dégénère. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de ces petites bévues qui ont paru comme des provocations quand il envoie des troupes aux Pays-Bas. Tout ça, en fait, c'est tout simplement une préparation. Il essaye de se dire, bon, puisque ça va probablement avoir lieu, il faut être prêt. Il y aurait très peu de chances d'échapper à cette guerre, très peu de chances. Cette guerre, elle va embraser l'Europe et elle va coûter très cher au Royaume de France. Elle a laissé des souvenirs terribles dans la population quasiment jusqu'à nos jours. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de la succession d'Espagne. Vous l'avez compris, nous sommes en 1700, le 9 novembre, et nous décortiquons cet événement qui a changé la politique de France à l'époque avec votre invité, Franck Pierre-Louis Lancel, co-auteur avec vous du livre 3 minutes pour comprendre les 50 dates clés de l'histoire de France. Un livre qui sortira le 17 novembre au Courrier du Livre. Cette guerre de succession d'Espagne est en quelque sorte une première guerre mondiale. En tout cas, elle va embraser toute l'Europe et la France se retrouve face à une coalition. On est presque déjà dans les guerres napoléoniennes. Tout le monde s'est mis contre Louis XIV. Ah oui, il y a très très peu d'alliés. Donc elle peut compter sur l'Espagne quand même. Ça, évidemment, oui. Mais l'Espagne, c'est un allié un peu faible, un peu exsangue, qui est mal organisé, qui a des tas de difficultés. Elle peut compter aussi sur la Bavière et l'électeur palatin, je crois. Les deux vont être très fidèles à Louis XIV. Et elle peut compter au début, croit-elle, sur la Savoie. Mais la Savoie, comme le Portugal d'ailleurs, vont se retourner très vite. Trahison du duc de Savoie et du roi de Portugal. Terrible. C'est invraisemblable, ça. C'est-à-dire que ça a été la mauvaise surprise des débuts de la guerre, oui. quand même. Oui. Alors qu'on est encore dans une phase où ça va à peu près bien. Les catastrophes vont s'enchaîner ensuite. Mais de toute façon, le duc de Savoie a l'habitude de retourner un peu sa veste. Il peut faire que ça. C'est une puissance moyenne coincée entre deux grosses puissances. Ce que Louis XIV ne pouvait pas deviner, c'est qu'il aurait contre lui, en face de lui, un des plus grands stratèges de tous les temps. Je mets de côté Marlbrook, comme on disait nous, qui est aussi un très grand militaire. Mais en l'occurrence, je pense au prince Eugène, bien sûr. Oui, le prince Eugène a une importance vraiment décisive dans cette guerre. Et comme vous y faisiez référence tout à l'heure, au début, il voulait, quand il était jeune, servir la France. Et on raconte qu'il s'est présenté, il a demandé un régiment, une troupe, et Louis XIV ne l'a même pas regardé. Il est passé devant en estimant que la demande du prince Eugène avait été faite de manière extrêmement discourtoise. Or, c'est ce même prince Eugène qui va devenir cet ennemi implacable, qui a vraiment le sens du combat, le sens de la guerre de mouvement, qui va faire des ravages. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement, le prince Eugène va aussi avoir un rôle politique en Autriche, enfin dans l'Empire, pardon, et il va réorganiser l'armée en grande partie. Et il va créer l'armée moderne, voilà, d'une certaine l'armée façon. impériale qui faisait pas toujours très peur, surtout par rapport à l'armée française. Là, on la prend vraiment au sérieux. Alors nous n'avons plus, nous, en France, ni le Grand Condé, ni Turenne à cette époque-là. Nous avons quand même quelques grands maréchaux. Vendôme, d'abord. Ah, Vendôme, moi je l'adore. Vendôme, je l'adore, c'est un des personnages les plus truculents du siècle de Louis XIV. Surtout si l'on en croit Saint-Simon qui nous en brosse un portrait invraisemblable. Saint-Simon raconte des scènes absolument incroyables. Saint-Simon déteste Vendôme. Vendôme est issu de... On se demande qui ne déteste pas. Oui, c'est vrai. Non, mais Vendôme a beaucoup de défauts pour Saint-Simon. Vendôme, donc, il descend de Henri IV par la main gauche. Enfin, il est le cousin. Un bâtard d'Henri IV. Enfin, c'est le fils d'un bâtard d'Henri IV. Voilà, avec Gabriel d'Estrées. Et donc ça, déjà, Saint-Simon n'aime pas du tout. Et au-delà de ça, c'est pas quelqu'un de très net. Je sais pas quel est le terme qu'on peut utiliser, mais on peut dire en tout cas que c'est un fantasque, c'est un personnage complètement ingérable, qui a un comportement erratique, mais qui n'en est pas moins un grand militaire. Oui. Alors, ce que je voudrais juste ajouter, c'est que le talent ne fait pas toujours des politesses, et là, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. C'est ça. Il est sale. C'est-à-dire que à l'armée, il dort avec des chiens dans son lit, des chiennes qui viennent d'avoir leur petit chiot, tout ça. Il dort au milieu de tout ça, ça le dérange absolument pas. Il reçoit les militaires qui viennent prendre leurs ordres le matin. Il les reçoit alors qu'il est sur sa chaise percée. Les pauvres conseillers voient le seau plein de... Oui. Parce que, comme disait Saint-Simon, il rendait beaucoup.
Et du coup, ils voient passer ce seau devant eux qu'on verse à côté. Enfin, c'est absolument catastrophique. Mais, comme vous dites, c'est un grand militaire, vraiment un grand. Parce que c'est quelqu'un qui a l'instinct. Sur un champ de bataille, il voit le petit espace que personne ne voit, il s'y engouffre. Un stratège. Exactement. Et c'est un stratège de l'instant. Et c'est pour ça que quand il est associé à quelqu'un comme le duc de Bourgogne, à Audenarde, donc ça, c'est une bataille en 1708, où c'est vraiment le feu et la glace. Vendôme, c'est le feu, c'est celui qui y va. Bourgogne, c'est celui qui a peur, qui se dit non, on va peut-être attendre un petit peu. Qui est la caution parce qu'il est le petit-fils du roi. Exactement, et donc qui de toute façon a sa réputation à protéger. Donc on perd cette bataille vraiment à cause du duc de Bourgogne, je pense. Et c'est Vendôme qui va être disgracié. Et ça, c'est vraiment dommage. L'autre grand maréchal, on n'aura pas le temps d'entrer trop dans les détails, nous lui avions consacré une émission au château de Vaux-le-Vicomte. Nous étions allés faire une émission à Vaux-le-Vicomte chez lui. C'est le maréchal de Villars. Villars, oui. Alors, pareil, aux yeux de Saint-Simon, Villars a un défaut énorme, et d'ailleurs pas qu'aux yeux de Saint-Simon, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a la grosse tête. Il court après les honneurs, il veut toujours se faire bien voir du roi, etc. Il n'empêche, là encore, c'est indéniable, Villars est un bon tacticien, peut-être pas un grand stratège, mais un bon tacticien. Exactement. Et là où il le montre le mieux, c'est à Denain, cette bataille qui est vraiment décisive. Alors Louis XIV a vraiment cru que son royaume était perdu à un moment. Et il y a eu en plus cet hiver de 1709 épouvantable qui a créé des famines partout. Le froid est descendu à des degrés tels que toutes les récoltes étaient mortes, bien entendu. Les réserves de grains ont souffert. Enfin tout ça, on est vraiment arrivé très loin. Louis XIV a dû avoir l'impression qu'il vivait en quelque sorte l'enfer sur terre, qu'il était puni par le Seigneur. Est-ce que Louis XIV a vécu ça? Est-ce qu'il a eu le sentiment d'être puni? Il perd son petit-fils aîné et son épouse et leur fils aîné. Il venait déjà de perdre son fils l'année précédente. Oui. Tout va mal. Oui, tout va mal. C'est une fin de règne crépusculaire. Oui, enfin, faut pas trop exagérer cette idée, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tout va mal, où clairement, en plus, il est vieux, il prend de l'âge. Il a beaucoup d'expérience et dans son passé, il a quand même connu énormément de triomphes. Et là, voir cette guerre qui ne fonctionne pas, on a parlé de Villars et Vendôme qui faisaient le travail. D'autres militaires étaient assez catastrophiques. Je pense à Tallard, je pense à Villeroy. Vraiment, on a connu beaucoup de défaites et il y a eu sans doute ce dialogue avec Dieu, effectivement, en se disant oui, Dieu me punit de tout ce que j'ai mal fait. Oui, de mes excès passés. Exactement. Etc. Il n'empêche que Louis XIV, et ça c'est très important de bien le souligner, a eu la chance, d'une certaine manière, de survivre à cette guerre. Il aurait pu faire comme François-Joseph, mourir au milieu de la guerre. Il a survécu à la guerre. Les traités de 1713 et 1714 se font alors qu'il est encore pleinement maître de lui-même. Ce sont des traités que l'on a longtemps présentés. Je me rappelle à l'école, on dit « Oh là là, la paix d'Utrecht, le traité de Rastatt », ce sont des traités très durs pour la France. Dans la pratique, c'est quand même une victoire, incontestablement. C'est une victoire. On a peut-être une demi-victoire, mais c'est une victoire. Les traités d'Utrecht et de Rastatt rééquilibrent les choses, ça c'est sûr, en Europe, et la France perd un petit peu. C'est sûr, mais elle a réussi le principal, et le principal c'était de mettre Philippe V sur le trône d'Espagne. Voilà. Et ça c'est réussi. Dorénavant, on a un front où on est un peu tranquille, si on peut dire, parce que on a cette alliance des Bourbons. Et est-ce que cette alliance nouvelle entre la France et l'Espagne est en mesure de modifier le paysage européen? On s'achemine vers ce qu'on appellera le pacte de famille. Oui, le pacte de famille qui va souvent marcher, qui parfois va... Donc là, c'est à partir de la Régence, en fait. Voilà. C'est juste après le règne de Louis XIV. Tout à fait. Alors, pendant la Régence, il va y avoir des petites difficultés quand même, parce que... Des grosses même, on peut le dire. Parce que Philippe V va pas avoir un jeu très très clair par rapport au régent. Le régent fait peur, globalement. Et donc, il va même y avoir une petite guerre entre la France et l'Espagne, qui va pas être très longue. Et il va y avoir des malentendus, ça c'est sûr. Mais plus tard dans le siècle, quand même, le pacte de famille va être mobilisé plusieurs fois et va fonctionner. Et ce pacte de famille se poursuivra bon an mal an pendant le règne de Louis XV, en fait, oui, on peut dire. Oui. L'Espagne est sous la domination, sous la tutelle française à l'époque? Alors, pendant la guerre de succession d'Espagne, oui. Quand Louis XIV envoie Philippe V en Espagne, il l'entoure de tout un tas de conseillers, il le surveille d'assez près, il y a cette correspondance que vous évoquiez. Et il place notamment près de sa femme, près de la reine, la princesse des Ursins, qui elle écrit à Madame de Maintenon constamment. Enfin, il y a vraiment une correspondance. Il est surveillé. Donc oui, il y a une tutelle, et cette tutelle fait vraiment peur d'ailleurs aux autres puissances. C'est une des raisons d'ailleurs qui convainquent
l'Angleterre et les Provinces-Unies d'entrer en guerre d'ailleurs. Cette peur de cette tutelle. Merci beaucoup Pierre-Louis Lancel. Merci à vous. Ravi que vous soyez passé, j'allais dire, de l'autre côté de la vitre pour venir nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur et pour lequel on sent que vous ne manquez pas de passion. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors aujourd'hui, Franck, pour terminer l'émission, vous ne nous proposez pas de partir sur les pas de Louis XIV en Espagne, mais plutôt de parler de patrimoine de façon générale, avec le Grand Prix pèlerin du patrimoine. Oui, parce que pour tout vous dire, nous avons remis, là c'était au musée Guimet, lundi soir, nous avons remis toute la série des Grands Prix pèlerins. C'était la 27e édition. Ces Grands Prix du patrimoine qui, chaque année, à l'automne, là, au mois de novembre, récompense un certain nombre d'associations ou de particuliers ou de communes, ça dépend bien entendu, qui œuvrent pour sauver un patrimoine de proximité. Ça peut être des lavoirs, ça peut être des moulins, des granges, et puis bien sûr un patrimoine religieux, c'est le prix pèlerin, et les églises, les chapelles, les vitraux sont assez nombreux à être récompensés. Alors, il se trouve que le prix pèlerin de la transmission et du partage 2016 concernait une chapelle de montagne qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Jérôme à Argelès-sur-Mer. Cette minuscule chapelle perchée sur le rebord de sa colline, un édifice qui présente encore un certain nombre d'éléments très très anciens d'époque probablement carolingienne, avant l'an 1000, avec des traces de fresques romanes, et tout ça était très fragilisé. La chapelle fait partie d'un ermitage qui lui est beaucoup plus vaste et dédié à Notre-Dame de Vie. Elle est toujours très fréquentée par des pèlerins, par des promeneurs qui viennent déposer là des petits papiers portant leurs prières, vous savez, et il fallait l'aider, il fallait la sauver. Ça a été donc le but de ce prix de l'année dernière. Et puis il y a eu un autre prix qui s'appelle le prix pèlerin des médias et qui a lui essayé d'aider la restauration du plafond peint de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Saint-Paul-d'Isonne en Dordogne. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors ça c'est tout à fait ravissant. Une chapelle avec un chœur roman et qui conserve des traces de son ancienne fortification, avec un plafond peint tout simplement exceptionnel. Imaginez un grand plafond en forme de coque de navire renversé, vous savez, et tout ça peint avec notamment une scène centrale qui représente la réception de Saint Paul ravi par les anges, réception paradis, ai-je besoin de vous le dire. La scène a été réalisée pendant le règne de Louis XIV par un artiste local du nom de Paradol. Il l'a peinte en 1689. Elle s'inspire elle-même d'un tableau de Poussin qui n'est plus en France puisqu'il faut aller au musée de Sarasota en Floride pour le voir, le tableau. Mais si vous allez à Saint-Paul-d'Isonne, dans le Périgord, vous pourrez voir ce qu'il en reste, ou en tout cas l'interprétation qu'en a faite cet artiste local. C'est un endroit magnifique, mais malheureusement en très mauvais état. Le plafond n'a jamais été restauré, il a beaucoup souffert, et il comporte de sérieuses lacunes. En plus, les termites, là, et puis de toutes sortes d'insectes xylophages, les champignons s'en sont donnés à cœur joie. Et il fallait une association, en l'occurrence une association présidée par Josette Bardi, il fallait une association pour s'emparer de cette cause et faire ce travail. On ne le dit pas assez, vous savez, nous parlons de patrimoine tous les jours pendant quelques minutes à la fin de cette émission, et on ne dit pas à quel point il y a partout, dans le moindre village de France, des associations, des bénévoles, des particuliers qui se mobilisent pour essayer de faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et là, en l'occurrence, ce plafond de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Saint-Paul-d'Isonne est en cours de restauration. Il a reçu l'aide du Grand Prix pèlerin du patrimoine avec le CFRT. C'est un chef-d'œuvre qui va retrouver bientôt ses couleurs et qu'on pourra peut-être un jour revoir dans sa splendeur native. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.